Bien, donc Monsieur de Grave, Benoît, lui aussi, il est retenu. Donc c'est un Belge. Vous l'entendrez que c'est un Belge. Il devait être là, mais hélas, il a pas pu. Par contre, il sera disponible pour les questions tout à l'heure. Et donc, je vais tout de suite lui passer la parole. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans le cadre d'Innova Maintenance 2022, dans lequel j'aurai le plaisir de vous présenter une solution pour reconnecter d'une part le graisseur à la cellule fiabilité par une approche du graissage conditionnel. Je m'appelle Benoît de Grave, je suis directeur commercial chez SDT Ultrasound Solutions. SDT Ultrasound Solutions, c'est une société belge. Nous fabriquons des appareils à ultrasons, des appareils de mesure à ultrasons depuis 1975 ou 1975 à Bruxelles. En Belgique, on dit fuite, on dit huit et on mange des frites. Alors, avant de rentrer dans le sujet du graissage conditionnel, quelques rappels rapides sur les notions théoriques fondamentales liées aux ultrasons. Tout d'abord, c'est important de rappeler que les ultrasons, ce sont des hautes fréquences. Donc, ce sont des fréquences qu'on n'entend pas à l'oreille, qui sont au-dessus de 20 kHz. Et la manière dont nous allons étudier ce phénomène ultrasonore dédié généralement par des défauts, eh bien, c'est que nous allons, grâce à des capteurs, mesurer cet ultrason sur une bande de fréquence très étroite, qui est le 38.8 kHz, et transformer ce signal inaudible à l'oreille en fréquence audible dans un casque d'écoute. Ça, c'est très important car ça permet d'avoir un accès facile à la technologie. La première chose que l'on va faire lorsque l'on va écouter un roulement, optimiser le graissage, écouter un engrenage, c'est qu'on va d'abord venir écouter le signal. C'est simple, rapide et intuitif et tout le monde peut le faire. Une fois qu'on aura entendu ce signal, on va le mesurer pour le suivre dans une courbe de tendance et finalement on va pouvoir l'analyser pour aller un petit peu plus loin dans le diagnostic. Alors, qu'est-ce qui crée des phénomènes ultrasonores? On a des phénomènes de friction, comme ceci. Ça, c'est un phénomène de friction qui génère beaucoup d'ultrasons. Et on va étudier ce phénomène plus particulièrement pour tout ce qui est optimisation des plans de graissage. Lorsque je graisse un roulement, je vais changer son état de friction. Je vais également retrouver des phénomènes d'impact précoces qui génèrent des ultrasons. Donc, avant qu'une machine ne vibre, je vais d'abord avoir un signal haute fréquence lié à une défaillance sur un roulement, par exemple. Donc ça génère des ultrasons, je vais pouvoir les entendre et les mesurer. On a des phénomènes de turbulence, et ça c'est ce pourquoi les ultrasons sont souvent connus dans l'industrie. C'est pour des applications telles que de la détection de fuite, qu'elle soit interne dans une vanne ou dans un purgeur, ou externe au niveau des fuites d'air comprimé. On a finalement des phénomènes de décharge partielle en haute tension qui génèrent eux aussi des ultrasons. Alors ici, petite démonstration scientifique. Souvent, quand on parle de friction, on peut se dire oui, mais ok, j'ai compris son truc avec les mains là, mais en ultrason, comment ça se traduit et quel niveau de sensibilité on a vis-à-vis de la friction? Alors ici, on a une petite démo scientifique dans laquelle j'ai un capteur que vous voyez ici, qui est posé sur le châssis d'un radiateur, relié à mon appareil qui va traduire le phénomène de friction dans le domaine audible, et c'est le bruit que vous allez entendre, donc c'est ce qui sort dans les haut-parleurs du casque. Et puis vous allez voir que je vais toucher gentiment mon radiateur et que ça va générer de la friction. Voilà, donc on entend bien le signal qui est retransmis dans le casque d'écoute. Je le mesure pour avoir une courbe de tendance et suivre le phénomène dans le temps. Et je peux également visualiser le signal dans le cas où je veux faire une analyse un petit peu plus approfondie. Alors ça, c'est pour la friction. Donc comme vous le voyez, l'ultrason est ultra sensible à ces phénomènes de friction et c'est pour ça qu'on utilise cette technologie lorsqu'on veut appliquer la bonne quantité de graisse à un roulement à la bonne fréquence. Ici, je vais maintenant faire une démonstration scientifique du niveau de sensibilité de l'ultrason au niveau des impacts. Alors pour ce faire, je vais utiliser une montre dans laquelle j'ai une inversion des engrenages. Et vous allez voir à quel point c'est sensible. De nouveau, le son que vous entendez, c'est le son qu'on a dans le casque d'écoute.
Vous entendez, hein, on entend vraiment bien l'inversion des engrenages. Je vais déclencher une mesure ici. Comme ça, j'aurai un indicateur de mesure que je peux suivre dans le temps pour voir l'évolution du phénomène, mais également le signal wave qui va me permettre de voir à quelle fréquence mécanique je retrouve cet événement. Le voici. Mon signal wave, mais également une FFT. Voilà. Donc ça, en ultrason, donc le phénomène de friction et d'impact génère énormément d'ultrasons. Ici, je compare ça à une autre technologie, comme par exemple la vibration. Elle sera beaucoup moins sensible à cela. En vibration, on cherche une vibration physique d'une machine, quand ici, je suis vraiment dans de l'acoustique. Alors, j'ai replacé un petit peu l'ultrason dans un domaine que je peux qualifier de fréquentiel. Je vous ai expliqué un peu à quel phénomène était sensible l'ultrason. Maintenant, je vais essayer de replacer l'ultrason à côté de différentes technologies que l'on a à disposition lorsque l'on veut faire de la maintenance prévisionnelle et non pas prédictive, comme Karim a l'habitude de le dire. Alors ici, c'est le cycle de vie complet d'une machine à partir du moment où un ingénieur va dessiner cette machine, donc entre D et I, c'est le design de la machine. On va essayer de la créer de manière la plus cohérente possible pour éviter tous les efforts dessus. Et puis on va la produire et puis on va l'installer sur la production. On va se retrouver ici entre I et P dans ce qu'on appelle de la maintenance proactive. Qu'est-ce que de la maintenance proactive? C'est faire du lignage, c'est éliminer les balourds, donc c'est mettre la machine dans un mode de fonctionnement optimal pour diminuer le nombre de chances de tomber sur une défaillance précoce ici à partir de P. Vous voyez qu'on retrouve également l'ultrason, donc qui permet de faire de la maintenance proactive, lorsqu'on fait une approche du graissage conditionnel. Une approche du graissage conditionnel, c'est de se dire, tiens, j'ai une machine qui tourne, quelle est la quantité de graisse que je dois injecter dedans, et cette quantité est-elle injectée avec une bonne périodicité. Passé P, on va retrouver les phénomènes d'impact précoce qu'on va pouvoir déceler en ultrason. Ensuite, on verra une vibration physique de la machine, puis du son audible. Et là, les vieux de la vieille ont l'habitude de faire une écoute de roulement avec un tournevis, comme ceci, ils se mettent sur le palier, ou encore avec un stéthoscope. Viendra ensuite de la chaleur, donc faire de la maintenance prévisionnelle avec une caméra thermique, c'est jamais bon signe, parce qu'on est très proche de F, moment auquel la machine s'arrête parce qu'on a une défaillance irrémédiable. La machine s'arrête et on a un arrêt de production qui coûte cher. Voilà, l'ultrason est placé maintenant dans d'un point de vue technologique, et je vais maintenant commencer à aborder le sujet plus dédié à la lubrification, qui est un sujet vraiment très passionnant chez nous. Alors, ce qui est très intéressant avec la lubrification, c'est que quand on fait une AMDEC ou une RCA sur une analyse de défaillance, bien souvent, on se rend compte que 90% des roulements n'atteignent pas leur durée de vie initiale, et que dans ces 90%, 60% des cas sont imputés à la lubrification. Alors, quels sont ces défauts? C'est des phénomènes de sous-lubrification, de sur-lubrification, et ça c'est vraiment très régulier, de la mauvaise graisse employée, mais également de la contamination de la graisse. Donc ça veut dire que on a à travers le monde une armée d'experts, comme on le voit ici de dos, qui sont capables de déceler ces défaillances et d'identifier l'origine, même l'origine racine de cette défaillance, mais qu'à l'heure actuelle, on n'est toujours pas capable de la corriger. Et donc, si on va un petit peu plus loin, si on dit, mais tiens, si j'arrive à avoir une approche plus rationnelle de mon graissage et d'éliminer ces phénomènes de surlubrification, sous-lubrification, contamination de la graisse ou mauvaise graisse employée, ben finalement, dans ces 90% ici de casse, 90% de casse, je pourrais aller rechercher 60%. Ben alors là, on peut aussi se poser la question, mais qu'est-ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, on ait une si mauvaise maîtrise du graissage? Et là, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de Joe Critic. Monsieur Joe Critic avait un objectif qui était de rester en vie le plus longtemps possible. Alors, pour ce faire, il s'est dit, mais tiens, je vais aller me rendre à l'hôpital, me mettre sur un lit, et je vais demander qu'on me monitore pour être sûr et certain de voir toutes les défaillances corporelles qui pourraient arriver, et que je sois vraiment encadré par une équipe d'experts et de spécialistes que l'on voit ici, Monsieur Jean Lemaître, Monsieur Guy Lesage et Madame le docteur Louise Jeugère. Ces personnes monitorent en continu Monsieur Joe Critic et permettent d'avoir un diagnostic
rapide et de trouver rapidement une défaillance. Mais là où le bas blesse, c'est que pour compléter l'équipe, ils se sont dit, ben oui, pour Monsieur Joe Critique, on va quand même lui administrer des antibiotiques, des compléments alimentaires, on va peut-être lui administrer aussi du sang de bonne qualité. Mais pour ce faire, nous, on est quand même des spécialistes, on va quand même pas aller sur le terrain à chaque fois pour aller changer toutes ces seringues dans les pompes volumétriques, donc on va se faire aider d'un petit intervenant. Et l'intervenant qu'on a choisi, c'est Thomas, alias Toto, on connaît jamais vraiment son nom, et c'est un gars qu'on apprécie tout particulièrement, car c'est le vendeur d'hot dog du bout de la rue, un type vraiment très charmant qui malheureusement à cause du Covid a perdu son emploi, et ici on va l'intégrer à l'équipe, et le boulot de Toto, alias Thomas, sera d'assurer le changement de toutes ces seringues que l'on met dans les pompes volumétriques, donc c'est lui qui décidera de mettre la bonne seringue d'antibiotiques au bon endroit, de régler le bon débit de sang dans la transfusion sanguine, mais également d'administrer les compléments alimentaires. Le problème de alias dit Toto, c'est qu'il n'a aucune formation ou très peu dessus et qu'il était formé sur le tas. Et donc en fait, Toto va avoir une responsabilité qui va être quand même assez lourde, vu que Toto aura la possibilité de changer l'état physique de Monsieur Joe Critique. Et s'il se trompe, certes, on aura une équipe d'experts et de spécialistes qui sera capable de voir la défaillance, mais on ne corrigera pas le problème à la racine qui pourrait venir de Toto. Alors, c'est un exemple qui est un peu marrant, mais que l'on peut très vite transposer à la réalité et à la maintenance conditionnelle sur une pompe que l'on pourrait appeler une pompe process critique. Ces pompes process critiques sont à l'heure actuelle toutes monitorées en vibration, en ultrason ou en analyse d'huile, de nouveau par un département fiabilité avec des experts que l'on peut retrouver ici. Et bien souvent, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est que ces experts détectent des défaillances longtemps à l'avance, chapeau les gars, bravo, mais qu'on a un petit intervenant de nouveau sur le terrain, qui dans ce cas-ci s'appelle Dominique, et qui lui a pour responsabilité de prendre l'ordre de travail de ces experts et d'aller appliquer les quantités de graisse. Cet ordre de travail est souvent papier, et il va retrouver la liste des machines, les quantités de graisse qu'il doit mettre avec les qualités de graisse, et on va lui faire confiance. Cet intervenant, malheureusement, n'est pas toujours formé, ne sait pas toujours ce qu'il fait, et il peut arriver que Dominique se trompe, soit en quantité, soit en qualité, soit qu'il ne nettoie pas bien l'embout de sa graisse et qu'il contamine la graisse, soit qu'il décide, parce qu'il est de bonne humeur, de ne peut-être pas mettre 10 grammes de graisse, mais peut-être 12, parce que 12, selon lui, c'est mieux. Lui, il voit les pompes et lui peut savoir si la pompe en a besoin. C'est souvent des choses qu'on entend sur le terrain. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Rien ne va. Donc on a un département fiabilité qui toute l'année perd un petit peu son temps pour observer les dégâts de l'intervenant et de Dominique qui fait un petit peu les choses à sa sauce. Et c'est là qu'on arrive un petit peu sur un constat d'échec. Alors voici quelques exemples qui viennent du terrain, qui viennent de tous les continents, de toute société jugée sérieuse, avec un plan de graissage et une cellule fiabilité. Alors bien souvent ce plan de graissage, on voit toutes ces quantités et Dominique remplit scrupuleusement tout ce plan de graissage en disant que la pompe critique a bien été graissée. Et qu'est-ce que cela prouve concrètement à la cellule fiabilité? Si on réfléchit, ça ne prouve absolument rien de plus que Dominique a un bic et qu'il sait faire des coches dans des cases. Ça ne prouve rien de plus. On ne sait absolument rien s'il ne s'est pas trompé et s'il a appliqué la bonne quantité. Alors voici quelques exemples. Et quelques mythes que j'entends souvent. Je sais que quand je dois graisser un roulement, si la graisse ne sort pas du palier, c'est que je n'en ai pas mis assez. Alors, si une graisse sort des paliers, c'est bien souvent qu'on a cassé l'étanchéité du palier, c'est que le roulement est certainement surgraissé, et on le voit ici. Quand un roulement est surgraissé à terme, il va chauffer, mais il va également glisser à l'intérieur du roulement, parce que les éléments roulants ne peuvent plus adhérer. Ça va créer de l'usure précoce sur le roulement. Souvent, on me dit aussi, oui, c'est pas un petit grain de sable qui va endommager mon roulement. Alors, quand vous voyez un grain de sable à l'œil nu, l'œil est capable de voir des détails de 50 microns minimum. Après, à l'œil nu, on ne sait plus les voir. Le film de graisse optimal dans un élément roulant, c'est de 5 microns, à savoir 10 fois moins. Donc quand vous voyez ici une poussière ou un grain de sable, que vous mettez la pompe à graisse dessus, que vous venez le pousser à l'intérieur, mais ce grain de sable est 10 fois plus grand que l'épaisseur optimale de graisse. Donc oui, ça casse les roulements. Donc ça, c'est un petit clin d'œil que je vous fais. Ayez toujours pour réflexe de nettoyer le nipple de graissage et l'embout de pompe à graisse. Comme on le voit ici, ça permet d'augmenter drastiquement la durée de vie
des installations avec une simple opération qui prend quelques secondes. Le graissage périodique. Ça, c'est la plus grande blague qu'on ait jamais inventée. On retrouve parfois des fiches signalétiques assez rigolotes, comme celle-ci, qui nous dit « J'aimerais que tu viennes toutes les 3068 heures avec 32,7 grammes de graisse. » Cette fiche signalétique qui est apposée sur un moteur ne tient absolument pas compte des conditions environnementales du moteur. S'il fait 50 degrés ou s'il fait moins 20 degrés, ben les quantités ne seront pas les mêmes et la qualité non plus, ni de la charge, ni de la vitesse du moteur. Et donc, c'est presque impossible de suivre ce type de périodicité. D'autant plus qu'il faudrait avoir une bonne gestion au calendrier pour pouvoir arriver au bon moment avec la bonne quantité de graisse. Je mets quiconque au défi ici de prendre une pompe à graisse maintenant, tout de suite, avec une cartouche, et de me mettre devant moi 32,7 grammes de graisse. Celui qui arrive à faire ça, il est balèze. C'est impossible. Mais pourtant, certains industriels appliquent scrupuleusement ces périodicités. Voilà un exemple ici. On a deux pompes en parallèle, et celle du fond, quand je mets mon capteur dessus, je vais d'abord écouter le signal, et voilà ce que je vais entendre. Ce qu'on entend ici, c'est du choc. Comme des graviers. C'est pas bon. Ça veut dire que la piste du roulement, ou un des éléments roulants, est cassé. Quand on regarde le signal, on le voit ici. Voilà. Je vois ici tous ces chocs. Donc là, je suis sûr que mon roulement n'est pas bon. Alors on se dit, bah, on va l'ouvrir, ce moteur, et on va opérer une maintenance, et on va voir un peu ce qui se passe. Quand on ouvre ce moteur, voilà ce qu'on découvre à l'intérieur. De la graisse partout. Partout, partout. Et pourtant, on a bien suivi les périodicités préconisées par le constructeur. Autre chose que j'entends souvent sur le terrain, c'est nous, écoutez, le graissage manuel avec un graisseur, on a arrêté. On a mis des graisseurs automatiques partout, parce que c'est beaucoup plus simple. On n'a qu'à le régler sur ces fameuses plaques signalétiques, et puis voilà, c'est fini, le job est fait. Vous n'aviez peut-être pas vu, mais ces moteurs-ci étaient équipés de graisseurs automatiques. Donc en fait, de nouveau, en appliquant un graissage périodique préconisé par le constructeur, on peut très vite tomber dans des aberrations. Savoir ici, cette plaque signalétique ne prenait pas en compte le fait que ces deux moteurs fonctionnaient l'un une semaine et l'autre semaine. Donc forcément, on en mettait beaucoup, beaucoup trop. J'adore le graissage manuel parce que ça oblige aussi le technicien à faire une inspection visuelle. Se rendre sur le terrain, déjà observer ce qui se passe, voir s'il n'y a pas de la graisse qui sort du moteur. Quand on met des graisseurs automatiques, bien souvent j'ai l'impression que c'est je l'installe et puis j'oublie ma machine, je suis tranquille, je peux passer à autre chose. Ça, c'est pas l'approche, c'est pas ce qu'il faut faire, je le déconseille fortement. Comme je vous le disais tout à l'heure, parfois on a un plan de graissage qui dit c'est 10 grammes tous les 2 mois, et on a un graisseur qui vous dit oui mais 12, tu verras, c'est mieux. Moi je le sais, je suis sur le terrain, je le fais au feeling, je l'ai toujours fait, ça a toujours été comme ça, et tout va très bien. Et à nouveau, on peut ouvrir des moteurs avec beaucoup de graisse à l'intérieur, et dans ce cas-ci, on voit qu'elle est toute noire parce qu'elle est cramée. Ce qui m'en amène à cette conclusion, vous tous, dans la salle, vous ne buvez pas un verre d'eau toutes les heures parce que la science vous le recommande, vous buvez un ou plusieurs verres d'eau quand vous avez soif. Mais un moteur, c'est exactement la même chose. Suivant son mode de fonctionnement et le contexte dans lequel il travaille, il va demander plus ou moins de graisse. Donc ça sert à rien de faire des graissages périodiques avec des calendriers, ça ne peut pas marcher. Mettez un capteur, écoutez ce que le moteur vous dit, graissez, voyez comment il réagit, et agissez en conséquence. Quand on voit tous ces exemples, on est en droit de se dire, ben finalement, merde, le plan de graissage, c'est quand même super important dans un plan de fiabilité machine, vu que c'est la seule opération où on peut changer l'état d'une machine. Et pourtant, quand je pose la question de manière un petit peu provocatrice aux gens, avez-vous déjà rêvé que votre enfant devienne graisseur? Personne ne lève sa main. Parce qu'on a une approche du graissage un petit peu archaïque. On pense que graisser, c'est bête, c'est une cartouche et on en met partout, et on a de la graisse partout, et c'est une opération sale, et pourtant c'est peut-être l'opération la plus noble dans toute stratégie de fiabilisation d'outils. Donc de grâce, prenez de la hauteur. Si vous pensez que lubrifier des machines et qu'un plan de graissage se limite simplement à lubrifier une machine, bah vous êtes là, au-dessus. Vous n'avez aucune vue sur les dégâts que ça peut faire. J'ai l'habitude de dire, donnez-moi une pompe à graisse, 10 machines, et je vous flingue 10 machines en 10 minutes. En anglais, une pompe à graisse, ça se dit grease gun. Et le mot gun n'est pas choisi au hasard. C'est une arme.
Et une arme, on la met pas dans les mains de n'importe qui. Il faut que la personne sache ce qu'elle fait derrière et qu'elle le fasse comme on a décidé de le faire. Il faut prendre de la hauteur. Si on pense que le plan de graissage, oui, il faut quand même avoir un suivi rigoureux des actifs et des actions au terrain. Alors là, on peut se situer un peu sur le côté. Et le département fonctionnera un petit peu mieux. Et ça, vous pouvez le faire avec de la technologie. Si vous avez une bonne GMAO ou un beau fichier Excel avec des quantités périodiques, peut-être que vous pourrez suivre ça de manière un petit peu plus proche. Par contre, si vous partez du principe que le plan de graissage, c'est le pilier fondamental de toute stratégie de fiabilisation, là, vous allez avoir une vue complète de ce qu'est la fiabilité de votre outil. Et ça peut se faire avec de la technologie, mais également, il faut de la culture. Il faut changer les choses, changer les idées reçues qu'on a et se battre contre les idées reçues qu'on a depuis des années. Ce qui nous amène maintenant à la solution. Donc, chez SDT, on a un capteur, pour rappel, qui va mesurer un ultrason, qui va retransmettre cet ultrason inaudible à l'oreille en fréquence audible, qui va le mesurer et qui va l'historiser dans un logiciel. Alors, voilà ce qu'on peut avoir quand on graisse un roulement. Le son qu'on entend, c'est ce qu'on a dans le casque d'écoute. Je ne fais pas une choré, je graisse. Alors là, on entend bien la graisse qui se répartit dans le roulement qui avait un signal un petit peu râpeux ici, parce qu'il était sous-graissé, j'avais des contacts métal-métal de manière non périodique, injection de la graisse, mon roulement ronronne, c'est bon, ma périodicité est bonne, ma quantité est bonne aussi. Autre qualité. De nouveau, je fais un graissage virtuel. Voilà, ici, vous entendez? Le signal augmente progressivement. Et j'ai l'apparition ici de microchocs parce que j'ai mes éléments roulants qui vont commencer à glisser. Bague intérieure, bague extérieure. Et là, ça va créer de la fatigue sur mon roulement. Je suis dans un cas de surgraissage. Dans ce cas-ci, il faut absolument arrêter tout de suite car on risque d'endommager le roulement. Autre cas de figure intéressant ici, je vais vous faire écouter le roulement après graissage. Alors ce qu'il y a à entendre ici, ce sont des chocs. À savoir ici, avant graissage, j'avais deux problèmes. Un problème de sous-graissage, on le voit, mon signal est assez gros, comparé ici. Et j'avais également un problème de décaillage sur mon roulement. En graissant, je solutionne un des deux problèmes et je mets en évidence le défaut du roulement, donc les chocs qui sont ici visibles. Magnifique. Ça, c'est le graissage d'un roulement qui est défectueux. Finalement, je peux avoir des graissages qui n'ont absolument aucun effet. Et là, il faut se poser la question de savoir si j'ai pas un problème ailleurs. Par exemple, ma machine ne tourne pas. Ma graisse ne touche pas mon roulement, peut-être que j'ai une ligne déportée et qu'elle est vide, et donc quand j'ajoute de la graisse, ça ne tombe pas dans le roulement, mais ça reste dans le tube. Là, il faut aller un petit peu plus loin, car quand on graisse un roulement, on doit toujours observer un changement d'état. Alors quand je vous explique tout ça, c'est très clair. Malheureusement, j'ai pas l'opportunité de me mettre au-dessus de l'épaule de tous les techniciens graisseurs du monde entier. Donc pour les aider, chez SDT, la solution qu'on propose, c'est d'avoir modélisé tous ces scénarios de graissage sous forme d'algorithme et de l'avoir mis dans l'appareil qui s'appelle LubExpert. Ce LubExpert va les accompagner sur le terrain et les aider à bien faire leur tâche de maintenance, de regraissage des roulements. Alors pour ce faire, on part d'un logiciel dans lequel on va organiser les points de graissage et transformer ces points de graissage en ordre de travail que l'on met dans l'appareil. Ensuite, on suit l'ordre de travail dans l'appareil jusqu'au point de graissage. On pose le capteur et on connecte la pompe à graisse. On va demander à l'appareil de prendre une première mesure pour voir dans quel état est le roulement. Et puis l'appareil va demander au technicien graisseur d'ajouter X grammes de graisse. Et l'appareil va contrôler si le graissage est bénéfique ou non. Si c'est bénéfique, à savoir la friction qui diminue, il va lui dire d'en rajouter. Si la friction augmente, il va lui dire d'arrêter. S'il se passe rien, il va lui dire qu'il y a un défaut de lubrification. Et s'il y a du choc en arrière-plan, il va lui dire automatiquement tâche effectuée, mais attention, ton roulement est cassé. Une fois que c'est fait, on récupère toutes ces informations dans le logiciel. Alors tout d'abord, dans le logiciel, on crée les différentes pompes à graisse qu'on utilise et on va les tarer. Donc ça veut dire qu'on va faire un coup de pompe à graisse, on va le peser, on va voir
à combien de grammes ça correspond. Ça permet de parler dans la langue du graisseur. Le graisseur, quand il est sur le terrain, on ne lui parle pas en grammes, mais on lui parle en coups de pompe à graisse. Une fois que c'est fait, on référence également dans une librairie tous les types de graisse qu'on utilise sur le terrain, pour éviter qu'ils ne se trompent. Et une fois que c'est fait, ben on crée bien sûr l'arborescence, donc le groupe des machines que l'on veut lubrifier, et que l'on va transformer en un ordre de travail. Donc ici par exemple, je veux graisser le roulement avant de mon moteur, et ici je vais maintenant paramétrer ce point de graissage. Alors la manière de le paramétrer est comme suit. Je choisis une intervalle de visite, c'est pas une intervalle de graissage, c'est une intervalle à laquelle je voudrais que le logiciel me rappelle d'aller voir ce roulement et voir s'il a besoin de graisse. Je sais pas s'il en aura besoin, on verra bien. Je choisis le type de graisse, la pompe à graisse que je souhaite utiliser pour graisser ce roulement. Je mets le type de roulement que je vais graisser. On ne graisse pas un roulement si on ne sait pas ce que c'est. Car s'il est sous-dimensionné et qu'on a une pompe à graisse trop importante, ben on a un coup de pompe à graisse, on pourrait flinguer le roulement. Donc si on ne sait pas c'est quoi comme type de roulement, on ne graisse pas. C'est des roulements qui sont graissés à vie, ceux-là on ne les graisse pas non plus. Donc là, dans le logiciel, on a une base de données roulement qui va nous permettre de nous aider à les retrouver. Et une fois qu'on a mis le type de roulement, vous voyez que les dimensions sont remplies automatiquement. On met la vitesse de roulement, c'est important de le savoir, parce que ça sert à rien de prendre des mesures pendant que la graisse est injectée. On va d'abord attendre que la graisse se répartisse bien. Et le temps de répartition du roulement, de la graisse sur le roulement, est dépendant de la vitesse à laquelle il tourne. Vous voyez automatiquement, ça me calcule ici qu'il faudra attendre 7 secondes avant de reprendre une mesure. Une fois que j'ai fait tout ça, eh ben je transforme ça et je mets cet ordre de travail dans mon appareil que vous voyez ici. Et puis une fois que c'est fait, ben je prends mon appareil et je vais sur le terrain et c'est parti. On peut commencer le boulot. Je choisis mon point de graissage. Ici, petit rappel, ben, sur ce point de graissage, donc ça c'est le message que de nos graisseurs, c'est attention, ici c'est de la Mobilux P2, avec la pompe à graisse numéro 1, ce sera 14 grammes de graisse, à savoir 14 coups, vu que dans ce cas-ci, un coup de pompe à graisse correspond à 1 gramme. Et quand tu es prêt, tu y vas. Je prends ma mesure initiale. Avant de faire quoi que ce soit, je l'enregistre. Une fois que c'est fait, je vais rentrer dans le mode ASP. Là, il me dit 3 coups de gramme, 3 coups de pompe à graisse. Voilà, les 3 coups ont été mis. J'attends que la graisse se répartisse. Bon, le son s'arrête, mais en réalité, il continue. Je reprends une mesure et dans ce cas-ci, il nous dit graissage réussi. Tu peux rajouter maintenant 2 coups de pompe à graisse supplémentaires. On les met, on attend que la graisse se répartisse, il contrôle, il nous dit que c'est un graissage réussi, et finalement il nous dit, tâche effectuée, tu as diminué la friction, vu que tu étais au début à 53 dB, tu as fini à 44 dB, donc tu peux passer au roulement suivant. Là on est sûr qu'on a fait un graissage conditionnel, et que cette opération était bénéfique pour le roulement. Si après les 3 coups de pompe à graisse, la friction avait augmenté, là l'appareil aurait directement dit stop, on arrête l'opération de graissage. Il ne sert à rien de gaspiller de la graisse et de prendre des risques d'endommager le roulement, on le surgraisse. Encore un exemple ici live sur le terrain. Donc l'appareil dit de mettre un coup de pompe à graisse. Et finalement, l'opération est terminée. Pourquoi ? Surlubrification. Et l'appareil nous renseigne qu'on a eu une surlubrification. Pourquoi, à nouveau ? Parce qu'on passe d'une valeur avant graissage de 26 dB et on finit à 27. Donc on a augmenté la friction. Dans ce cas-ci, ce qu'on préconise, c'est d'augmenter la périodicité. Souvent, on arrive trop tôt. Et ça, c'est culturel. On aime bien graisser énormément les roulements, on en faut partout. Mais quand c'est le cas, on augmente la périodicité. Alors, une fois qu'on a pris toutes ces mesures, on connecte l'appareil au logiciel, on récupère tout. Et vous voyez ici mon arborescence, elle est vide. Et une fois que j'ai téléchargé ces données, j'ai mes alarmes de lubrification qui arrivent de manière automatique. Et là, je sais exactement ce qui s'est passé sur le terrain. Alors, dans cet exemple-ci, j'ai une surlubrification.
Je le vois très bien dans ma courbe de tendance ici, mesure avant graissage, mesure après graissage, en injectant ici 3 grammes de graisse, et je suis revenu un petit peu plus tard, et de nouveau, mesure initiale, mesure finale, j'ai de nouveau augmenté la friction, ce qui explique que sur 2 graissages, j'ai eu 100% de lubrification, que je retrouve ici en dessous. Quand j'ai une goutte verte, c'est que tout va bien. Quand j'ai une goutte rouge, c'est qu'il y a un souci. C'est peut-être que je graisse un roulement qui est défectueux. Dans ce cas-là, je récupérerai mon signal wave et je verrai tous ces chocs. Donc je gagne du temps. Je ne dois pas demander à mon expert en fiabilité de retourner sur le terrain avec une autre machine. Donc ça, c'est vraiment comment on arrive à reconnecter le technicien agresseur à la cellule fiabilité en ayant un contrôle rigoureux sur tout ce qu'il fait sur le terrain. Alors quelques exemples, vous voyez celui de tout à l'heure, hein, qui était dans une société métallurgique, donc vous voyez qu'ils avaient l'habitude de casser énormément les et après quelques mois, on tombe dans quelque chose d'un petit peu plus propre et rationnel. Presque plus de défaillance sur ces roulements, donc c'est vraiment très bien. Et ici, le plus dur était bien sûr de changer la culture. Donc on avait des graisseurs qui étaient là depuis longtemps, qui avaient l'habitude de faire les choses d'une certaine manière. Il a fallu les amener vers une approche un petit peu plus rationnelle du graissage. Alors un autre exemple qui est arrivé ici récemment, qui vient de chez Goodyear, production de pneus en Serbie, où là ils avaient vraiment fait un beau travail de fond, où ils s'étaient dit ok, la technologie seule ne changera rien, il va falloir qu'on amène sous forme d'un projet d'équipe de changer la culture et les mentalités liées au graissage. Donc ils ont fait un état des lieux sur ce qu'ils ne voulaient plus. Donc ici ces roulements qui étaient beaucoup trop surgraissés et cramés, sur des stockages de graisse qui étaient catastrophiques et des surgraissages. Voilà, on voit les stockages de graisse, donc la manière dont ils remplissaient les cartouches, c'était à la main, ils allaient dedans et ils mettaient comme ça dans la pompe à graisse, donc ça faisait beaucoup de contamination. Ce qui a fait que ça a réussi, c'est qu'ils ont même pris le management, donc c'était certes une remise en question complète de la cellule fiabilité et maintenance, mais ils se sont dit il faut qu'on intègre également le top management pour qu'il nous donne aussi accès à un budget et une ressource. Donc on a pris pas mal de temps à leur expliquer quelles étaient les conséquences de toutes ces mauvaises pratiques et les outils exacts qu'ils avaient besoin pour améliorer tout ça, et directement améliorer aussi le temps de production, forcément, vu qu'il y aura beaucoup moins de panne. Alors pour changer la culture, il y a tel que de la formation, donc ici une formation niveau 1 en ultrason, donc pour se familiariser avec les applications ultrasonores, une formation dédiée sur la technique SDT LubExpert, également une formation sur les types de graisse, et puis finalement ici participer à des study cases, donc des présentations de cas d'études qui avaient été faites par notre intermédiaire dans d'autres organisations pour voir un peu ce qui était d'intéressant de dupliquer chez eux. Ils sont partis également de la base, donc de se dire tiens, on va documenter toutes les machines et tous les points de graissage qu'on doit faire, et dans ces points de graissage, on va surtout mettre une criticité de machines, et on va commencer la stratégie sur ces machines les plus critiques. Une fois qu'on est à l'aise, on élargit. Alors, ils ont optimisé aussi le stockage des graisses, donc comme vous le voyez ici, ça c'était avant, ça c'était après, donc c'est vraiment digne d'un labo pharmaceutique, donc c'est propre, c'est clean, il n'y a plus de poussière et tout est fait pour ne plus qu'il y ait de contamination. Ça c'était avant, remplissage à la main. Remplissage après avec une pompe scellée, enfin des fûts scellés. Donc plus de contamination de la graisse et des pompes à graisse bien répertoriées et archivées ici. Et puis finalement, là, ils étaient prêts maintenant à rentrer dans du graissage conditionnel où ils pouvaient se poser les questions, tiens, quelle quantité et quelle périodicité. Pour ce fait, ils ont intégré la solution LubExpert que je vous ai présentée juste avant, où on retrouve évidemment toute l'arborescence de machines et finalement toutes les alarmes de lub qui arrivent automatiquement. Donc ici, vraiment, la clé du succès, c'est de arrêter d'avoir quelqu'un qui travaille comme un électron libre, à savoir le technicien agresseur, vraiment le greffer directement à la cellule fiabilité, car c'est lui qui fait un peu la pluie et le beau temps finalement sur les machines. Alors, ils ont masqué ici ce qu'ils ont gagné en arrêt de production, mais je peux vous le dire, donc c'est 6 chiffres, c'est à peu près 1 million d'euros qu'ils ont gagné sur une année en évitant des arrêts de production liés au graissage. Donc, en ayant toute cette remise en question, ils ont pu augmenter plutôt la production de l'ordre de à peu près 1 million.
Alors, si vous voulez retrouver d'autres success stories, ben, vous allez ici sur notre site sdtultrasoundsolution.com/success stories ebook. Et là, vous pouvez télécharger, il y en a plein d'autres, des différents, même sur d'autres types d'applications. Et si vous avez la moindre question sur le sujet, ou si quelque chose a été expliqué trop vite ou n'était pas clair, ben, vous me contactez soit par email, soit via LinkedIn. Et j'espère que ce sujet vous aura donné peut-être des idées de stage et vous aura intéressé. Je rends la parole à Karim et je vous remercie pour votre attention. À bientôt. Bien, merci mon cher Benoît. Et bravo pour la pédagogie et tes talents d'acteur. Hein. Y a-t-il des questions? Avec plaisir, Karim. Alors, oui, il y a une question. Bonjour. Bonjour Benoît. Je vous remercie pour la présentation. Moi, en fait, j'ai deux questions. Ma question, c'était... donc, la première, c'est... puisque votre solution, elle se base sur certaines informations qu'on obtient grâce à des mesures, mais moi, je me dis, pourquoi pas, à travers ces mêmes informations qu'obtient la solution, pourquoi ne pas anticiper la prochaine date de graissage et la quantité de graissage qui doit être mise dans la prochaine période, en tenant compte aussi des conditions de travail, à savoir la température. Donc ça, c'est ma première question. Et la deuxième aussi, c'était dans la solution que vous aviez présentée, il y avait quand même, pour prendre la mesure et pour graisser, on avait besoin de deux opérateurs. Donc, quand Karim m'avait présenté la solution, avant, je lui ai posé une question spontanément, mais pourquoi pas associer les deux appareils pour avoir un seul opérateur qui va faire le graissage. Donc. Ok, je vous remercie pour la question. Je vais répondre d'abord à la deuxième, tant qu'elle est bien fraîche dans ma mémoire. Dans la vidéo où on voit deux opérateurs, c'est simplement que c'est une formation. Donc, c'est une société qui a acquis deux appareils. Et donc, comme j'étais le formateur et que je filmais un petit peu ce qu'ils faisaient sur le terrain pour faire un compte-rendu après en salle de cours, ils avaient plusieurs appareils. Mais bien évidemment, on ne va pas prendre un technicien qui graisse et l'autre qui lit les mesures. Donc, cet appareil s'accroche sur une pompe à graisse. Les capteurs sont aimantés sur le palier. Et on fait tout en une traite, hein. Ça c'est évident. Ça c'est pour répondre à la deuxième question. Pour répondre à la première, pourquoi ne pas anticiper les périodicités? Évidemment, on aimerait bien pouvoir le faire, mais on parle souvent de prévision et pas de prédiction, comme Karim a souvent l'habitude de dire. Et ici, pour le graissage, c'est une application qui prend tellement de paramètres différents, que ce soit la charge de la machine, la vitesse, les différences de température, que c'est vraiment très 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 compliqué de pouvoir avec précision déterminer une bonne périodicité. Alors, heureusement, les technologies évoluent et avec le temps, on aura des forces de calcul de plus en plus puissantes et de plus en plus de paramètres et de mesures qu'on pourra croiser. Et je ne doute pas qu'un jour ou l'autre, on sera capable d'avoir un algorithme qui prendra encore un peu plus de paramètres en compte pour s'approcher le plus possible de ces bonnes périodicités. Mais à l'heure actuelle, tout ce qu'on peut dire, c'est on va paramétrer une périodicité de visite. Et pendant la visite, on verra si le roulement a besoin ou non de graisse. Mais voilà, il faudrait être encore un petit peu patient. D'accord. Merci. Merci. J'aimerais bien poser une petite question à la salle. On te dira combien de mains se lèvent. Qui pense qu'il maîtrise bien son graissage? Juste comme ça, pour avoir une idée. Alors, je ne sais pas si Benoît t'a été convaincant ou pas, mais il n'y a personne qui lève le doigt. Ok, ça veut dire que personne n'a la sensation de maîtriser le graissage. Oui. Et la question, c'est par rapport à ce que tu as dit. Par rapport à ta présentation, on se rend bien compte que le graissage, c'est quelque chose de fondamental. Et pourtant, c'est un métier, alors
qui n'attire pas. Bon, alors, évidemment, nous, on est habitués aux métiers qui n'attirent pas. Mais comment faire pour changer cette image du graisseur et donc forcément du graissage? C'est vrai que c'est culturel, comme tu l'as dit. Comment peut-on faire ça? Parce que là, avec ce que tu nous as montré, c'est clair, on est convaincu que graisser et avoir le bon niveau de graissage en écoutant aux ultrasons, on peut pas se tromper, c'est pas possible. Bien, il faut simplement valoriser la profession. Une manière de la valoriser, c'est aussi de documenter ce qui est fait sur le terrain. Depuis la nuit des temps, on a des graisseurs qui travaillent comme des électrons libres. On a souvent ce que j'appelle le vieux loup dans l'entreprise, qui est le gars qui graisse des roulements depuis 20 ans, à qui il faut rien apprendre. Il sait très bien ce qu'il doit faire et comment il doit le faire. Et donc, c'est simplement de donner accès à des outils qui permettent d'avoir une traçabilité un peu plus correcte et aussi un outil qui va permettre de mettre en lumière le travail et l'importance du travail qu'ils font comme je le disais, en regreffant aussi ce graisseur à la cellule fiabilité. Pour le moment, on a des experts d'un côté qui font de l'analyse vibratoire ou ultrasonore et on a de l'autre un graisseur qui fait un peu la pluie et le beau temps dans l'usine. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir aussi réattirer des gens, simplement en disant voilà, ce n'est pas une tâche bête, ça a toute son importance et tu as désormais des outils qui vont te permettre de travailler mieux et de prouver l'importance de ton travail. Donc c'est vraiment simplement une revalorisation de l'application et comme je le disais, on ne peut pas le faire simplement avec de la technologie, il faut absolument de la culture et donc ça passe par de la sensibilisation aussi à l'importance de cette tâche. Alors une question aussi, est-ce que tu as eu dans ton expérience donc avoir affaire à un vieux loup, comme tu dis, et lui montrer qu'en fait on pouvait optimiser le graissage? As-tu osé faire ça? Je pense que oui. Et quelle a été sa réaction? En fait, ce qui est marrant avec les vieux loups, c'est que personne n'aime le changement, ça c'est humain. Et donc, la première chose qu'il va faire, c'est trouver des bonnes raisons de ne pas le faire. Je n'ai que deux mains, c'est votre collègue qui l'a dit tout à l'heure. Je n'ai que deux mains, donc je ne peux pas le faire. Ça va me prendre plus de temps. Il y aura un tas de raisons pour ne pas le faire. C'est aussi pour ça que l'appareil est accroché à la pompe à graisse. Mais ce qu'on lui dit, c'est écoute, ne change absolument rien à ce que tu as eu l'habitude de faire, mais dorénavant, je vais juste te demander de te connecter avec tes sens à la machine. Et ce que tu as l'habitude de faire depuis la nuit des temps, dorénavant, écoute, ne fais que ça. Ça te prendra pas plus de temps. Tu continues, tu accroches l'appareil et commence déjà par écouter. Et là, c'est comme ça qu'on va arriver à capter ce vieux loup. Parce qu'à l'écoute, il va entendre que quand il surgraisse sa machine, il commence à grincer, elle commence à faire des bruits qui sont très déplaisants à l'oreille. Dans d'autres cas, il va entendre justement un graissage bénéfique. Il va se dire, ben là, j'ai fait une bonne opération, mais je me rends bien compte qu'en injectant les 10 derniers grammes de graisse que j'ai l'habitude de mettre, ben, je fais plus de tort que de mal. Et donc, on va attirer ce vieux loup, finalement, dans ce process de changement, en le connectant avec ses sens à la machine. Et après, on va un petit peu plus loin et on lui dit, ben, dorénavant, quand tu fais ça, prends une mesure, ça ne te prend pas plus de temps. Et à terme, il va gagner beaucoup plus de temps parce qu'il va se rendre compte que 80% des roulements qu'il avait l'habitude de graisser, il les surgraissait. Et donc, il va finalement gagner beaucoup de temps dans sa tâche au quotidien parce qu'il va arrêter de mettre de la graisse partout. En fait, comme disait tout à l'heure quand on parlait de l'analyse électrique et vibratoire, eh bien c'est souvent on a tendance à penser que ce sont des techniques qui s'excluent l'une l'autre. Non, ce sont des techniques absolument complémentaires. Et une bonne lubrification fait partie aussi des outils de la maintenance conditionnelle. C'est une raison pour lesquelles, pour cet après-midi, donc c'est plus des applications pratiques. Par rapport à ce matin, c'était l'intelligence artificielle, mais ça fait partie des outils de la maintenance conditionnelle, comme la thermographie, l'analyse des huiles qu'on a tendance à oublier. Et donc, c'est vraiment un ensemble. Des questions? J'en profite aussi pour souligner le fait qu'il y a un appareil chez vous qui tourne, qui a été offert, je crois que c'était l'an passé ou l'année précédente. Et donc, s'il y a des étudiants qui veulent travailler le sujet dans le cadre d'un travail de fin d'études, mais qui n'hésitent pas, évidemment. Alors, vous avez entendu. Alors, les licences, les CIMI, non, peut-être pas, mais par contre, vous risquez de voir ça, ou vous l'avez déjà fait, au niveau des travaux pratiques TAM, donc technique avancée de maintenance, avec M. Belfort. Donc, l'appareil qu'on a là, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Parfait, on est dans les temps. D'autres questions?
Bon, ils sont pas encore réveillés. Ben écoute, Benoît, merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions, c'est plutôt moi qui vais te remercier de m'avoir encore invité à cette session. Avec grand qui est, comme plaisir. chaque année, une réussite. Et je vais en profiter pour saluer tous mes collègues chez SDT qui nous regardent en live sur YouTube, à qui j'ai promis de faire une petite dédicace. Ah, ben Donc, c'est voilà. bien. Ton papa aussi? Ah bah oui, évidemment. Ah, ben alors André, Bonjour, je vous aime. ce matin, j'ai salué la BEMAS, donc André La de Graaf, BEMAS, qui est le papa, et fait partie de la BEMAS, donc l'équivalent de la FIM. Donc j'ai salué ce matin, et Vim également, et surtout Monsieur Lachapelle, j'espère qu'il va mieux. Voilà. Merci pour tout et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci et bisous à Lila. Ça va, je lui dis. Salut Karine.